من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد Et c'est la كنا promesse de novembre, comme vient de le dire Mohamed Daachir, notre jeune génération, nos jeunes Algériens, ce potentiel dont on s'enorgueillit aujourd'hui, M. Ammar Belkhouja, mes chers invités, qui s'approprie le patrimoine culturel, musical, artistique d'avant. Min ajlika aishna ya watani, c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs aujourd'hui. Et puis il y a leur approche, leur vision sur cette Algérie d'aujourd'hui à l'occasion de la célébration de ce 5 juillet, 64e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Hassan Chmash, notre journaliste, s'est rapproché des jeunes pour savoir recueillir ce que représente cette journée pour notre toute jeune jeunesse. L'Algérie célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, une date gravée dans la mémoire collective, symbole de la victoire sur le colonialisme et du recouvrement de la souveraineté nationale. À cette occasion, nous sommes allés à la rencontre des jeunes. Pour eux, cette journée est celle de la victoire, de la liberté et de l'indépendance. Ils rendent hommage aux hommes et aux femmes qui se sont sacrifiés pour libérer le pays. Ça restera une journée mémorable, qui restera gravée dans la mémoire de tous les jeunes Algériens, et surtout que des hommes sont morts et qui ont donné leur vie pour la jeunesse d'aujourd'hui et de demain. On peut vivre libre et on peut construire l'avenir de notre pays. خاصنا نتهلاو فيها احنا كشباب، خاصنا نقوموا بالادوار اللي لازم نديروا بها احنا كشباب كطلبه. هذه البلاد تاعنا احنا اللي لازم نحافظوا عليها. C'est la liberté, la victoire, le développement. Pour moi, c'est un résultat des combats qui ont été menés par nos soldats. Et c'est grâce à eux qu'on est libre aujourd'hui. كل عام والجزائر بخير، وكل عام وشباب ناجح وامل في هذا البلد ان شاء الله. C'est une journée qui représente beaucoup, surtout pour la jeunesse algérienne, parce que c'est une journée d'indépendance et c'est une journée de la jeunesse également. C'est une double fête pour nous. Le 5 juillet est un devoir de mémoire, une journée qui rappelle les sacrifices des chouhada, une journée qui invite les jeunes générations à préserver cet héritage et à contribuer chacun à sa manière au développement et à l'avenir de l'Algérie. Sujet signé Hassan Chmash, construire, poursuivre la construction, l'édification nationale à travers notamment l'inauguration du nouveau ministère de l'Habitat, par exemple, un édifice magnifique, on le voit à Del Ibrahim, la modernisation des institutions, l'innovation, verser vers l'innovation, aller vers la technologie, la haute technologie, investir, notamment à travers le Centre national des services numériques Mohammedia. C'est tous ces segments, c'est ce bourgeonnement qui dessine l'Algérie de demain. Monsieur Larj. Oui, on voit que l'Algérie continue de se construire dans la droite ligne du message de novembre, de construire un État moderne, un État social. Et donc toutes ces infrastructures, en réalité, rentrent dans cet hommage qu'on doit rendre aux Shuhada pour leur montrer en réalité que l'Algérie, leur sacrifice n'était pas vain, que l'Algérie continue de se construire d'année en année, d'avancer, de rentrer de plein pied dans ce 21e siècle, et de transmettre également le message à la jeunesse algérienne, de voir l'Algérie d'hier et l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie de demain, comment elle sera. Et donc c'est quelque chose qui est fondamental, et rappeler les acquis de novembre, notamment à travers la gratuité de l'école, la gratuité des soins, pardon. Et donc c'est des choses qui sont fondamentaux en réalité, qui sont pleinement ancrées dans l'imaginaire et la société algérienne aujourd'hui. Justement, l'aspect social de l'État algérien, un principe immuable, M. Ammar Belkhouja, aujourd'hui, il se concrétise ce principe? L'aspect social, je reviens peut-être un petit mot sur la mémoire culturelle. Oui. Tout à l'heure, vous aviez fait attention à l'hymne patriotique Min ajlika ya watani. Il faut que notre jeunesse apprenne que les paroles de cet hymne, c'est Omar Barnaoui. Oui. Et le compositeur, c'est Chérif Khortbi. Ça, c'est important, il faut connaître un peu. Et surtout que le poète de la révolution algérienne,
il s'appelle Moufti Zakaria. Absolument. Ça, c'est très important. L'aspect social, tout à l'heure, j'ai dit à Nouladi Maï, que avec mon âge, j'ai 85 années d'existence. Donc je chevauche sur la période coloniale et sur l'Algérie indépendante qui a juré de relever le défi. C'est le combat. Oui, Aujourd'hui. le combat, l'aspect social, il faut faire le bilan. Il faut évaluer un peu tout le progrès évalué depuis 62. Je vais vous donner quelques exemples. L'Algérie a rompu grâce à d'efficaces campagnes de vaccination. Il n'y a plus de rougeaux dans notre pays. Absolument. Il n'y a plus de Un variole. des rares pays. Oui, Éradication de toutes les maladies. pas de C'est ça. tuberculose, pas de trachome, pas de paludisme. Tous ces maladies de maladies, pauvreté, toute de cette pauvreté. misère humaine-là, Ouais. nous avons rompu. Dans ma classe, je vais vous donner un exemple de ma classe primaire. C'était en Pas quelle uniquement année dans ma classe primaire, dans plusieurs classes des années 50, il y avait au moins 2 à 3 petits-enfants qui étaient teigneux. La teigne était présente chez nos familles, surtout paysannes. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ces fléaux. Et j'apporte d'autres précisions, à savoir que les troupes françaises, les troupes coloniales qui ont envahi notre pays, ils ont ramené avec eux la tuberculose, la syphilis et le choléra. L'Algérie, d'avant 1830, c'est un peuple qui mangeait à sa faim, qui ne connaissait pas de famine, d'épidémie. Donc le malheur a été transplanté de cette Europe, de cette France médiévale et retardataire. Le taux d'alphabétisation, le nôtre était supérieur. Oui, à l'époque, en 1830, selon les archives françaises, supérieur à l'indépendance. la France souffrait de 60% d'analphabétisme Absolument. parmi sa population, alors qu'en Algérie, on comptait plus de 5000 écoles, il y avait tous les palais pratiquement qui étaient Et le taux déjà opérationnels. Le taux Absolument. d'alphabétisation des Algériens en 1830 était beaucoup plus important qu'en 1962, ce qui montre la stratégie coloniale finalement Absolument. d'attaquer la culture et l'éducation des enfants, de ne pas les former pour ne pas finalement pouvoir relever le défi de demain. À leur départ en 1962, Était inférieur à 1830. 95% de la population algérienne était analphabète en français et en arabe. Ouais. Ça, c'est l'un des crimes coloniaux. Crime, massacre humain et puis Culturel et culturel. Culturel aussi. Ça fait partie de la stratégie coloniale. hein. Absolument, Oui. absolument. Aujourd'hui, Il y a l'école une idéologie coloniale. Oui, aujourd'hui, Le l'école droit est gratuite. colonial était enseigné dans les universités françaises. Le droit colonial, Oui. c'est-à-dire le droit de dominer, le droit d'exploiter, le droit d'humilier, le droit de... Oh là là. Mhm. Quelle déformation. Aujourd'hui, l'école algérienne est gratuite, Oui, les gratuite, soins les sont soins sont gratuits. L'habitat également fait partie de ces pôles stratégiques qui incarnent cet état, l'aspect social. Et c'est important de le rappeler de parce l'État. que ça n'existe pas dans tous les pays. On est l'un des rares pays au monde, en réalité, même dans notre environnement géographique, qui offre ce type de services. Il y a la gratuité de l'école, la gratuité des soins, le logement social, etc. Donc c'est fondamental de le rappeler. Les bidonvilles ont disparu. Mhm. Aucune ville d'Algérie ne traîne cette Ce apparence fléau, oui. de misère et de dégradation. Mhm. Les bidonvilles ont disparu. Un effort gigantesque qui a été fait depuis 62. L'habitat est plus convenable et surtout à la paysannerie. Parce qu'il faut regarder un peu les conditions de la paysannerie algérienne pendant la période coloniale. C'était des gourbilles. Des gourbilles, on habitait des gourbilles. Le mot gourbi vient de là. Résultat On de la habitait le spoliation, Gheba, on de la était- déportation des Algériens dans Et la puis, politique anti-portion, coloniale. Oui. encore un secteur. Encore un crime colonial, M. Ammar Belkhojaoui, Mohamed Justement, Hachir. c'est pour toutes ces raisons, tous ces massacres, que la déclaration du 1er novembre 1954 a inscrit
la construction d'une république algérienne démocratique et sociale. Parce que l'Algérie, les Algériens ont vécu l'esclavage pendant la colonisation, la privation, les massacres, etc. Donc, la déportation. Oui, c'était des crimes contre l'humanité. Environ une trentaine, voire plus, de crimes coloniaux, mais qui demeurent à nos jours imprescriptibles, M. Mohamed Achir. Tout à fait. Et privé c'est-à-dire des moindres services publics, par exemple. C'était surtout les campagnes, etc., les villages. Donc tout ça, donc la guerre de libération, justement, a inscrit cette réparation dans son agenda. Alors pour revenir à l'Algérie d'aujourd'hui, 64 ans, depuis le recouvrement de l'indépendance, aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle stratégie qui se dessine, notre pays qui vit un nouveau découpage, une nouvelle organisation, disons, territoriale. Mohamed Achir, nous avons eu l'occasion de suivre un peu le train d'abord de Yennayer cette année qui nous a mené jusqu'à Bni Abbas, une nouvelle wilaya qui a été créée l'année dernière, donc dans la première réorganisation territoriale. Nous avons découvert ensemble cette nouvelle wilaya où tout est à construire. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est justement dans cette optique d'aller maintenant vers les cas ciblés pour justement donner de la vie à tous ces espaces qui sont restés jusque-là loin des programmes, loin des projets de développement. Aujourd'hui, on va vers justement le développement de ces nouvelles wilayas. Oui, justement, on avait pris le train Alger-Bni Abbas. On reviendra déjà une réalisation. Et nous avons constaté justement que le train de développement continue toujours. Et on était vraiment fiers s'accélère même constaté. Quand on voit l'évolution, l'accélération des choses. C'est-à-dire les infrastructures déjà qui ont été mises au niveau de Wilaya du Sud, le sud-ouest du pays, en matière de voies de communication, les projets de train, les projets miniers, la construction des villes nouvelles. Donc tout ça, ça montre que ce train de développement et volontariste de l'État, parce que c'est un développement volontariste, ça vient des budgets de l'État. Donc tout ça, et c'est donc justement aussi la politique de justice sociale et d'équité en matière d'accès aux services publics au niveau de tout le territoire national. Et des chances de développement aussi pour les populations, quand on sait qu'un train va créer de la vie sur son tracé linéaire, c'est des villes qui vont se construire, c'est des postes d'emploi qui vont être créés, Souheila Brahim. Tout à fait. Pour parler de cette équité territoriale, justement, ce nouveau découpage va permettre aussi à une sorte de concurrence entre régions. Vous savez que nos territoires, nos vastes territoires sont différents et sur le plan climatique, sur le plan de vocation. Il y a des territoires qui sont à vocation agricole, d'autres sont à vocation maintenant minière, industrielle aussi. Donc ça va permettre de découvrir aussi, de permettre à ces populations aussi de faire entrer et intégrer leurs compétences. Vous savez que, Hanan, tu sais très bien qu'il y a plus de 50 universités, des cadres sortant de ces universités. On doit valoriser donc cette matière et ce capital humain dans sa région, justement pour permettre aussi cette équité démographique qui n'était pas avant. Donc toute cette planification territoriale permet et promet aussi un développement, le développement sur lequel s'est prononcé Monsieur le Président tout à l'heure, qui rime avec souveraineté. Donc nous sommes, notre gouvernement, notre État est sur deux plans très sérieux, souveraineté et développement, à travers, et justement c'est ce qui concrétise aussi, chapeaute. Préservation de la souveraineté. Oui. Donc il n'y a pas de contrat
comme on dit alors, en français, dans le discours et dans la réalité. Monsieur le Président, hier, dans sa lettre, parlait de développement. Aujourd'hui, on le voit inaugurer un hôpital qui est la santé indéterminante de pointe, développement. Quel hôpital, oui. Exactement, des pointes en cardiologie infantile. Ça va nous permettre aussi de capitaliser nos compétences internes et grâce aussi à la coopération étrangère, pourquoi pas. Et un data center justement pour pérenniser et assurer notre souveraineté numérique et gérer tout ce qui est data. Avant d'aller en profondeur justement dans ces plans de développement, vous avez bien fait d'évoquer la question de l'université algérienne à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On voit les nouvelles étapes franchies par ce secteur à travers nos universités. Et justement, Maël Kenz, journaliste de la rédaction de la chaîne 3, s'est intéressée à ce sujet. Je vous invite à l'écouter. Science, technologie et innovation, le secteur de l'enseignement supérieur poursuit sa transformation conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L'objectif est de faire de l'université un moteur de développement économique et de bâtir une Algérie de la connaissance. Cette ambition se concrétise notamment à travers une stratégie fondée sur le passage du diplôme universitaire au monde du travail, illustré par la sortie de la première promotion des écoles nationales supérieures de l'intelligence artificielle et des mathématiques. Kamel Badari, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de la sortie de la première promotion, une promotion d'excellence. Elle compte 105 diplômés ingénieurs en intelligence artificielle et 50 diplômés ingénieurs en mathématiques. Les contrats vous attendent déjà, les entreprises nationales sont présentes aujourd'hui pour vous recruter dès demain. Cela témoigne de votre excellence, mais aussi du besoin de l'Algérie nouvelle de bénéficier de vos compétences, de votre savoir-faire et de vos qualifications. Par ailleurs, une opportunité sera offerte à l'ensemble des diplômés pour s'inscrire en doctorat. Nous nous retrouverons donc, si Dieu le veut, en septembre prochain. Le temps des études laisse désormais place à celui des projets. Après 5 années de travail, de persévérance et de sérieux, ces étudiants fraîchement diplômés de ces écoles nationales supérieures de mathématiques et de l'intelligence artificielle se tournent déjà vers l'avenir. Leurs perspectives sont nombreuses. Je fais partie de la première promo. On a été honorés, je suis très contente. On a reçu une formation de très bonne qualité. On a étudié beaucoup de modules et avec de très bons professeurs et j'en suis vraiment reconnaissante. J'ai choisi la spécialité statistique appliquée et sciences actuariales puisque je suis plus penchée vers tout ce qui est relié aux données et ça servira à l'économie du pays. Mathématiques fondamentales, l'année beaucoup plus tournée vers l'académie. Donc, Inch'Allah, la prochaine étape, ce serait d'entamer mon doctorat à l'école. De son côté, Ahmed Medghri, le directeur de l'École nationale supérieure des mathématiques du pôle universitaire de Sidi Abdellah, met en avant les opportunités qui s'offrent à ces jeunes diplômés. On est en train de réussir le challenge vu que maintenant, ces sortants ont l'embarras du choix dans l'emploi, dans des plus grandes entreprises et une implication directe dans des projets stratégiques utiles pour le développement du pays. Par exemple, des banques finance assurance dans le domaine de l'actuariat et des data science dans le domaine de l'énergie, avec l'agence spatiale. Donc là où il y a des outils mathématiques modernes qui sont utilisés en technologie stratégique pour le pays. Il évoque également l'émergence de nouveaux domaines appelés à valoriser leurs compétences. Il y a aussi des secteurs qui sont demandeurs, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, il y a le HCN, beaucoup de perspectives dans tout ce qui est prioritaire pour le développement du pays. Autre point important à aborder, l'installation des membres du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger, un organe consultatif placé auprès de la présidence de la République, doté de l'autonomie administrative et financière. À travers cette instance, l'Algérie entend mobiliser les compétences de sa communauté scientifique établie à l'étranger au service du développement national, tout en renforçant sa souveraineté scientifique, technologique et son potentiel
potentiel d'innovation. Professeur Ilyes Zarhouni, président du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l'étranger. L'Algérie a consenti d'énormes investissements dans l'enseignement supérieur à travers la création d'universités et d'instituts. Lorsque nombre d'entre nous ont quitté le pays pour poursuivre leur carrière à l'étranger, il n'existait que 3 ou 4 universités. Aujourd'hui, le pays en compte 57, ainsi qu'une cinquantaine d'instituts. Le moment est venu pour nous, qui représentons les compétences algériennes à l'étranger, de nous rassembler afin de mettre notre expérience et notre expertise au service du développement de notre pays. Toujours dans cette dynamique d'innovation, le Premier ministre Séfir Riyeb a présidé la cérémonie de remise du prix du président de la République pour le chercheur innovant dans sa 2e édition. Cette distinction récompense les enseignants-chercheurs, chercheurs permanents et étudiants dont les travaux se distinguent par leur originalité et leur impact scientifique et économique dans plusieurs domaines stratégiques. Autre motif de fierté pour le secteur, l'exploit réalisé par des étudiants algériens lors de la finale mondiale du concours Huawei à Shenzhen en Chine. Ils ont décroché 3 grands prix, la plus haute distinction de cette compétition, une performance saluée par le chef de l'État. De son côté, le premier responsable du secteur, Kamel Badari, les a honorés en reconnaissance de cette brillante performance. Ces étudiants, véritables champions, ont remporté 3 grands prix, la distinction la plus élevée. Ils se sont hissés aux premières places dans les domaines des technologies avancées liées à l'informatique, notamment le cloud, les réseaux et les sciences du numérique. Ils ont permis à l'Algérie de faire entendre sa voix sur la scène internationale en démontrant la qualité de nos universités et le niveau élevé de notre enseignement supérieur. Les résultats sont également visibles sur la scène internationale. Face à plus de 200 000 participants représentant une centaine de pays, les étudiants algériens ont brillé en décrochant les plus hautes distinctions lors de la finale mondiale du concours Huawei à Shenzhen en Chine. C'est un grand honneur pour l'Algérie, pour Nathalie Kamel. Surtout que le président en personne donne félicitations في الكونت تاعو personnel. إن شاء الله نقدروا نرفعوا علم الجزائر في بلايص كبار أكثر وأكثر إن شاء الله. Très fière de moi-même et aussi de mon équipe. C'était pas un travail individuel, c'était un travail d'équipe et à la fin le travail d'équipe qui a réussi. C'était une expérience formidable. C'était un grand sentiment de fierté parce que c'est un grand prix, c'est une compétition internationale. هذا الإنجاز وتمثيل الجزائر ورفع الراية الوطنية في هذا المحفل الدولي وتحقيق هذه النتيجة هو فخر لنا وللجزائر وشرف كبير لنا. Des amphithéâtres aux laboratoires jusqu'aux plus grandes compétitions internationales, l'université algérienne affiche ses ambitions, un cap assumé par le secteur de l'enseignement supérieur qui mise sur les compétences et l'innovation pour accompagner le développement de l'Algérie. Sujet signé Maya El-Kenz en parlant de développement des compétences, nos compétences issues de l'Université algérienne de médecine pourront mettre en avant leur savoir-faire aujourd'hui à travers notamment l'hôpital spécialisé dans la chirurgie et les maladies cardiaques infantiles qui a été inauguré en début de cet après-midi par le président de la République à l'occasion du 64e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale, un acquis majeur en matière de santé, mais aussi en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Avec nous, notre envoyé spécial, Lies Terghini, pour nous parler un peu plus, nous donner plus d'informations sur cet établissement, Lies Terghini. Et oui, Hanan, vous venez de le dire, le nouvel établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique a été inauguré par le président de la République à dans la circonscription administrative de Sidi Abdallah à l'ouest d'Alger. Présenté comme un centre national de référence, cet hôpital est destiné à la prise en charge des enfants atteints de maladies cardiaques congénitales et acquises. Le président de la République a procédé à une visite des lieux. Il a notamment rencontré les responsables et le personnel médical sur place. Cet établissement est doté d'une
une capacité de 80 lits. Il dispose d'un plateau technique de dernière génération, comprenant notamment 3 salles d'opération, des unités de réanimation, ainsi qu'un service d'imagerie médicale équipé d'IRM, de scanners et d'autres équipements spécialisés. Enfin, il s'agit du premier hôpital 100% numérique en Algérie, intégrant la télémédecine et les technologies numériques afin d'améliorer la qualité des soins, tout en renforçant les capacités nationales dans la prise en charge des pathologies cardiaques pédiatriques. Merci pour toutes ces informations précieuses. Informations, Lester Guini, nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions. Monsieur Ammar Belkhouja, un hôpital 100% numérisé, un hôpital de 80 lits au service de nos enfants, avec des médecins algériens, pourquoi pas aussi un savoir-faire international, mais essentiellement algérien. C'est le serment qui se concrétise aujourd'hui, le serment au Chouhada qui se concrétise, monsieur Ammar Belkhouja. Notre pays est en train de faire des bons quantitatifs. Et j'ai appris tout récemment aussi que nous venons d'installer un conseil supérieur de la communauté scientifique à l'étranger. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute cette éminence grise qui se trouve à l'étranger, elle doit profiter aussi à son pays. Et là, ce conseil va essayer de coordonner pour que ces efforts, cette intelligence ne profitent pas uniquement à l'étranger. Un pays qui se développe, c'est un pays qui doit savoir s'administrer. Et la gestion, c'est important dans ce pays-là. La gestion, je reviens toujours dans le passé pour vous raconter un peu la prophétie de M. Farhat Abbas, qui était un leader nationaliste, président de l'Union démocratique du Manifeste algérien. Ça, c'était son parti. Au cours d'un meeting, pendant que les Français étaient encore là, pendant un meeting qu'il présidait à Saïda, à la fin du meeting, il prend un enfant dans ses bras et il dit à la population qui était présente au meeting, il leur dit demain, il serait possible que cet enfant devienne ministre. Et qui c'était cet enfant? C'était Ahmed Meddagri. Ahmed Meddagri, dans l'Algérie indépendante, on va lui confier de mettre en place les structures administratives à travers un ministère de l'Intérieur. Et M. Ahmed Meddagri a été le fondateur de l'École nationale d'administration. Tout ça, c'est important. On a formé des cadres, on continue à former pour la gestion de toutes ces structures, de toutes ces installations qui peuplent, qui s'élargissent et qui s'amplifient dans notre pays. Ça, c'est... Et il faut être fier de tout cela. Une fierté nationale, M. Ammar Belkhouja. C'est une fierté nationale. Absolument. Alors, justement, l'Algérie qui se dote aujourd'hui également d'un nouvel hôpital consacré à la médecine infantile, à la pédiatrie, et pas des moindres, c'est la pédiatrie cardiaque, cardiopathie, tout ce qui est chirurgie. Qu'est-ce que incarne aujourd'hui justement ce genre d'établissement, ce genre d'édifice pour le pays Sohila? Oui, nous devons faire face à ces risques émergents, notamment ceux des risques sanitaires, puisque le monde entier connaît des mutations épidémiologiques. Et vous savez très bien que les pathologies, les maladies du cœur sont très fréquentes maintenant dans le monde entier. Et là, justement, pour faire face, l'Algérie s'est dotée de cette structure sanitaire de très haut niveau, l'unique en ce moment en Algérie, et tant mieux. Donc, une des rares en Afrique, si ce n'est l'unique en Afrique. L'unique en Afrique, et tant mieux, et félicitations pour l'Algérie. Reste à développer justement, à dupliquer ce genre de structure, puisque ça va être un échantillon, on peut pas un échantillon, mais un modèle en Algérie et en Afrique qui va capter aussi de l'expertise étrangère africaine, européenne. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre en charge donc les enfants algériens atteints de cette maladie et aussi économiser beaucoup de devises aussi pour l'Algérie. Mohamed Achir, pour cet établissement, pour un hôpital de cette envergure et de cette ampleur? Oui, je pense que c'est un programme national qui se poursuit
Il y a des constructions dans plusieurs wilayas du pays, des hôpitaux mère-enfant, mais aussi des structures spécialisées comme celle d'aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre toujours des efforts importants. Vous savez que le budget du ministère de la Santé en 2026 s'élève à plus de 1000 milliards de dinars. Donc on est dans les 8 milliards de dollars. Donc c'est un budget très très important et chaque année d'ailleurs on enregistre une augmentation du budget de la santé, du budget de l'éducation nationale et du budget de l'enseignement supérieur. Ce qui est normal. Cela montre la priorité qu'accorde l'État à ces secteurs. Je vous interromps, Mohamed Achir, pour revenir à cette sortie sur le terrain du président de la République qui vient d'arriver au niveau de la nouvelle ville Sidi Abdallah où il inaugure le nouveau pôle urbain Ahmed Talib Ibrahimi, le Moudjahid. Le Moudjahid Rahel Ahmed Talib Ibrahimi dans la localité de Al-Rahmaniya. Donc c'est un nouveau pôle urbain qui est inauguré également aussi en cette occasion du 5 juillet. Je reviens vers vous, Mohamed Achir. Oui, on continue sur votre idée. Je vous laisse finir votre idée déjà. Oui, donc il y a eu même récemment une décision lors d'un conseil des ministres de construire des centres anti-cancer dans toutes les wilayas du pays. Les CAC, oui. Oui, ça aussi avec bien sûr les technologies modernes. Donc tout ça, c'est un effort quand même, un effort très très important de la part de l'État, même quand on construit des pôles urbains, les logements, etc., qui seront dotés directement d'infrastructures de base, des écoles, des EPSP, des établissements de soins de proximité, des stades, des salles de jeunesse ou bien des foyers de jeunes, etc. Donc tout ça, vous voyez que tout ça c'est financé par C'est une nouvelle vision justement, ce genre de projet, c'est une nouvelle vision, une approche tournée vers l'avenir, Mohamed Achir, en matière de développement. Parce que tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle le développement humain. Et d'ailleurs, on est classé en matière DDH, deuxième pays africain. Indice de développement humain. Indice de développement humain. On est classé premier en matière de réalisation des objectifs de développement durable. Les 17 objectifs, on est premier en Afrique. Notre pays est classé premier en Afrique. Si on peut rappeler un peu les 11 ODD. Justement, dans les 17, on a toutes ces questions de santé, éducation, les villes, l'eau, même l'eau, le dessalement par exemple, l'ODD 6, c'est l'eau. Donc le 3, santé et bien-être. L'ODD 3, c'est santé et bien-être, voilà. Ces projets qu'on est en train de réaliser, c'est pour justement améliorer la qualité de la santé, le bien-être, la prise en charge, la lutte contre les maladies. Et d'ailleurs, l'Algérie, quand même, il est en train d'exporter même, il a été dit par Roger tout à l'heure, ces vaccins. Vous savez que 30% des usines de médicaments de toute l'Afrique se retrouve en Algérie. Donc l'Algérie, quand même, il a plus de presque 300 unités de production. Les fournisseurs fiables aussi aux pays africains. Oui, et justement, on fait des partenariats maintenant, Saïdal notamment, mais aussi quelques boîtes privées avec des grands laboratoires internationaux, justement, pour fournir non seulement le marché algérien, mais le marché africain. Et tout ça, ça rentre dans le cadre des efforts déployés en matière de santé, parce qu'il y a aussi cet objectif stratégique de la sécurité sanitaire. C'est très important. Donc, des efforts très importants. Et maintenant, justement, avec la communauté algérienne à l'étranger, les scientifiques, donc il y aura certainement maintenant des mécanismes pour faire participer les médecins algériens, les professeurs algériens qui sont à l'étranger dans la formation des médecins résidant en Algérie ou de participer, parce que maintenant il y a des techniques, il y a des plateformes, télémédecine par exemple permet de réaliser même des opérations à distance. Donc tout ça,
Et je pense que l'Algérie elle a emprunté quand même un chemin, c'est-à-dire de l'Algérie victorieuse. Je suis tentée de revenir sur ce haut conseil de notre communauté scientifique établie à l'étranger. C'est des sommités internationales, là, il faut le rappeler, qui se rassemblent, qui sont rappelées aujourd'hui et qui viennent vers l'Algérie. C'est une démarche aujourd'hui de rassemblement autour d'une Algérie tournée vers le futur. Monsieur Larj. Oui, c'est un projet, une décision... Qui semblait être une utopie il y a quelques années. Bien évidemment, qui est fondamentale de bénéficier de cette expertise formidable algérienne qui est à l'étranger, notamment à travers la diaspora algérienne dans ses différents segments. Et c'est un acquis pour l'Algérie de voir ses enfants finalement contribuer, même ceux à l'étranger, contribuer à leur manière au développement du pays. Et dans ce cadre, il est fondamental également de rappeler, pour voir tout le chemin qui a été parcouru, pour revenir par rapport sur l'enseignement supérieur, entre le nombre d'étudiants algériens à l'indépendance, et aujourd'hui, il y avait quelques centaines d'étudiants algériens à l'indépendance, on est à près de 2 millions dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Donc ça montre tout le parcours et toutes les infrastructures et tout le processus formidable qui a été engagé par l'État algérien dans ce secteur. Il est également important de le rappeler. Et c'est cette université algérienne qui a formé ces scientifiques, en grande partie algériens, qui sont aujourd'hui à l'étranger. Et donc c'est un retour à la normale que finalement qu'ils rendent en réalité. Qu'est-ce qui a fait que la communauté nationale, on l'a vu ces dernières années, qui se rassemble autour de la nation, ces scientifiques, ces sommités internationales qui reviennent vers le pays pour le développement du pays? Qu'est-ce qui a motivé justement? Il y a eu un déclic. Les Algériens ont toujours été attachés à leur pays en réalité. Je veux dire, la guerre d'indépendance et ce sentiment de dette envers les Chouhada. Il faut agir dans l'acquisition et dans le développement d'une conscience politique, d'une conscience nationale, d'une conscience patriotique. On a développé cette conscience, à votre avis, M. Ammar Belkhodja? Oui. Cette conscience patriotique aujourd'hui. Non, elle a toujours été présente, mais il fallait juste la structurer. Je pense qu'on a besoin de structurer notre diaspora algérienne. Il fallait lui fournir ce qu'il fallait. C'est ça, pour en faire une force finalement, une puissance, un soft power algérien à l'étranger. Parler d'éminence grise, il a bien ciblé ce qu'il dit, parce que c'est une instance de veille aussi, c'est un conseil au conseil de la communauté scientifique à l'étranger. À l'étranger, mais qui a une mission de conseil, c'est ça. Oui, de conseil auprès de la présidence. Oui, placé auprès du président de la République. Voilà, placé et qui aura des missions. D'abord, elle est pluridisciplinaire et ses missions vont être stratégiques aussi. Donc, on va ressentir l'impact de ce conseil très 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 vite, parce que ce ne sont pas n'importe quel cerveau. On va dire que ce sont des gens qui ont des brevets très reconnus sur sommités. Oui, c'est des sommités. Donc et ces scientifiques, c'est également indirectement le visage diplomatique de l'Algérie. Ils vont jouer un rôle de diplomate indirectement pour véhiculer une bonne image de l'Algérie sur le plan international. C'est également un autre segment de la stratégie. C'est un double effet, oui. Allez-y. Sur la question. Oui, en tout cas maintenant, quand on veut construire un développement surtout qualitatif, c'est-à-dire un développement tourné vers l'avenir, vers l'innovation, les semi-conducteurs, les data centers, vers la médecine, parce que c'est des enjeux très importants, des énergies renouvelables, vers l'innovation, etc. Donc il faut justement capitaliser notre ressource. Donc il s'agit d'une décision visant justement la mobilisation de la ressource nationale, parce que c'est des Algériens. Mobiliser cette ressource, c'est la capitaliser sa courbe d'expérience, son savoir-faire, parce que quand on est en pleine concurrence mondiale pour capter les talents. Il fallait cette approche stratégique, justement. Il fallait avancer pas à pas quand ça, on voit depuis 2020. On appelle ça dans la géopolitique le raccourcissement stratégique qui a été appliqué par la Chine, par la Corée du Sud, par le Japon. C'est quoi le raccourcissement? C'est un raccourcissement. Et là, il était dans un laboratoire pendant 20 ans, 30 ans. Il a des brevets d'innovation, etc. Donc je fais le raccourcissement en matière de captage de cette innovation, de cette courbe d'expérience. D'autant plus que c'est des Algériens
algériens qui veulent servir leur pays. Donc je pense que maintenant, avec cette décision du président de la République, de structurer effectivement, de créer, d'institutionnaliser cette relation pour que ce ne soit pas individuel, etc., mais pour la capitaliser davantage et la connecter directement aux institutions algériennes, que ce soit les hôpitaux, les universités, les grandes entreprises, Sonatrach, etc. On ne réfléchit plus à tue-tête, à savoir aujourd'hui, on réfléchit en groupe, entre Algériens, on fédère la réflexion, le travail pour dessiner l'avenir, c'est ça? Pour que ça soit efficace, en réalité, parce qu'effectivement, des initiatives individuelles, ce n'est pas qu'une initiative structurée, chapeautée par l'État algérien, et notamment par la présidence. Donc cette structure a plus de poids en réalité pour donner des résultats concrets à bref échéance. On cherche l'efficacité. Exactement. Il y a une notion... Oui, monsieur Amar Befouja. Il y a une notion, une mesure qu'on est en train de banaliser. Mais à mon avis, ça a été très important. Très important, pourquoi? Cette mesure, nous l'héritons de Frantz Fanon. Dans Les damnés de la terre, il développe beaucoup d'idées qui restent encore d'actualité d'ailleurs. Fanon est à lire, mais aussi à relire. Et cette notion, c'est le service national. Service national, à propos de jeunesse, nous fêtons l'indépendance de l'Algérie et la fête de la jeunesse. Et la fête de la jeunesse, il faut rendre hommage à tous ces jeunes qui ont participé à la construction de la route de l'unité africaine et du barrage vert. Et de toutes les tâches qu'ils ont assumées dans les différentes wilayas, le service national. Il faudrait aujourd'hui que dire le service national, c'est quelque chose de noble. Oui. Quelque chose de noble. Il ne faut pas que nos étudiants dans les universités soient un peu réticents. On les a vus avec la relance du barrage vert, de la ceinture verte. Le barrage vert. C'est un élément de cohésion nationale parce qu'il permet à tous les Algériens des différentes régions de se connaître et de se mélanger. Il était important de relancer justement le barrage vert, ce genre d'ouvrage, ce genre d'initiative. Bien sûr qu'il était important parce qu'il avait bien commencé, puis bon, c'était stoppé pour des raisons que tout le monde... maintenant qu'il est encore relancé, c'est d'abord important sur plusieurs volets. Un volet écologique, un volet social que M. Bassem vient de citer. C'est un élément de cohésion sociale parce que ça permet justement de faire des Algériens de se faire connaître et plus de garantir plus de cohésion sociale. Justement, la cohésion sociale qui vient d'être, qui a été citée dans la lettre de Monsieur le Président, on retrouve tout ça dans ce qui a été dit, donc du développement de la souveraineté, de la cohésion sociale et des projets structurants très efficaces et très efficients qui édifient tout cela. Et parmi les projets structurants, Mohamed Achir, c'est l'occasion de revenir un peu sur ce grand projet ferroviaire, donc les lignes ferroviaires comme ligne conductrice de ce train de développement, Mohamed Achir. Nous l'avons constaté dans notre voyage, le train de Yenaïr. Tout à fait, et justement, il y a un plan maintenant ambitieux de réaliser quand même et d'arriver jusqu'à 12 000 km de voies ferrées. Le dernier projet approuvé par le Conseil des ministres, c'est le train qui va relier Alger à Tamanrasset sur 2400 km, c'est quand même important. Le train, économiquement parlant, crée ce qu'on appelle l'effet d'entraînement. Il fait entraîner le développement. Que ce soit du plan de vue social, l'urbanisation par exemple, parce que nous avons un territoire quand même vaste et puis on a besoin aussi dans le cadre de schéma national d'aménagement du territoire de créer des conditions aussi c'est-à-dire de répartition de la population pour éviter la concentration ici au nord. La fixation des populations ça fait partie des objectifs de la stratégie. Même en termes de risques majeurs, le nord est sismique, donc il y a des risques et puis donc on a un territoire à valoriser, le haut plateau, les wilayas du sud, le Sahara, donc ça nécessite justement d'abord les premières infrastructures. Les premières infrastructures, c'est le train. Parce que la voie ferrée, c'est vrai, il y a l'unité africaine, la route, la transsaharienne, etc. Mais le meilleur transport en matière du coût d'abord, parce qu'il y a le coût du transport qui est très important, mais en matière de tonnage, de capacité de transport, que ce soit du personnel ou de la marchandise, en matière de sécurité également, c'est le train. Donc l'Algérie, justement, elle a fait ce choix, il est excellent.
Et même il y a eu un délai qui a été fixé, c'est la fin 2028 pour arriver à Tamanrasset. C'est vraiment, ça sera pour moi un projet du siècle. Un projet du siècle. C'est un choix effectivement stratégique de développer le chemin de fer en Algérie en raison de l'immensité du territoire, comme ça a été dit. Et ça a une double dimension. Effectivement, il y a une dimension interne pour renforcer, comme on l'a déjà dit, la cohésion sociale aussi, pour que les populations du centre et du sud soient parfaitement intégrées et désenclavées. Ça va créer énormément d'opportunités de travail. Ça va renforcer également les échanges économiques à travers le développement de la logistique ferroviaire, mais également sur le plan international, parce que ça va permettre progressivement de connecter l'Algérie dans son environnement régional, notamment vis-à-vis du pays du Sahel, parce qu'il y a l'idée finalement de poursuivre la construction de ce chemin de fer au-delà des frontières algériennes, pour aller vers le Niger notamment, peut-être vers le Mali après, mais également vers le Tchad. Et donc, sur le plan géopolitique, c'est fondamental pour l'Algérie parce que ça va renforcer sa place d'acteur central sur le plan géopolitique. Qui est une place naturelle. Naturelle, vous avez par rapport à sa position, sa géographie, sa puissance économique. Donc c'est quelque chose qui revient naturellement à l'Algérie. Donc elle reprend une place qui lui revient naturellement en réalité. Monsieur Ammar Belkhodjaoui, vous voulez rebondir sur... Nous avons beaucoup de temps ou pas encore? On a quelques minutes, on doit avancer un peu quelques sur le minutes, sujet. Lars tout à l'heure a survolé une question importante pour l'Algérie, importante pour moi, parce que je suis un fervent cinéphile. Et je crois que l'Algérie de l'indépendance, nous avons maintenant abordé tous les secteurs et tout ça. Il en reste encore, hein, monsieur. Oui, mais l'industrie cinématographique, je crois qu'on a failli. Oh non, c'est on a failli sur la question. On y arrive, à ce sujet, mais justement, en parlant de plan de développement, de stratégie de développement, il y a un mot d'ordre, un mot qui revient, c'est la technologie, la numérisation. Et justement, aujourd'hui, le président de la République qui a procédé à l'inauguration du Centre national de données Data Center à Al-Mohammedia, ce projet qui marque aujourd'hui une étape stratégique pour le pays, une infrastructure qui permet d'héberger d'abord sur le territoire national les données des entreprises et des différentes institutions, tout en garantissant un stockage sécurisé des données personnelles. On écoute le sujet de Rim Boukanoum, notre journaliste de la rédaction, et je reviens vers vous pour le débat. Véritable levier de développement économique, le data center de Mohammedia constitue une avancée majeure pour la transformation numérique de l'Algérie. Il renforcera la souveraineté numérique, sécurisera les données stratégiques et soutiendra le développement de l'économie numérique. Wardia Dermachi, experte en stratégie et transformation digitale. Ça reste essentiel, notamment pour un pays comme l'Algérie. Cette inauguration s'inscrit dans une démarche pour aller justement vers l'indépendance. Déjà, le simple fait de mettre en place une stratégie de construction de data center et d'avoir tous les équipements essentiels pour héberger les services, donc les applications, voire les services de base offerts aux citoyens, notamment par les services bancaires, les systèmes de paiement et autres services de l'administration, est quand même assez prometteur, car de tout temps, on avait dit que l'enjeu pour l'Algérie était justement de disposer de contenu local, mais aussi d'être indépendant en matière d'hébergement des données essentielles. Avec l'obtention de la certification Tier 3, cette reconnaissance internationale confirme la capacité de l'Algérie à se doter d'infrastructures numériques conformes aux standards mondiaux et à accompagner le développement de nouveaux services numériques. Souhil Gessoum, président de la CAPC. L'obtention de la certification Tier 3 est particulièrement importante car il s'agit d'une reconnaissance internationale. Ça signifie que les systèmes pourront fonctionner 24 heures sur 24 avec une très forte résilience et des opérations de maintenance sans interruption des services essentiels, ce qui est très important pour l'utilisateur gouvernemental algérien. Au-delà de la performance technique, ce data center est un véritable levier de développement économique qui permettra d'héberger de manière sécurisée les données stratégiques de l'État. À l'heure où les données sont devenues un enjeu stratégique, leur stockage sécurisé sur le territoire national représente un levier essentiel pour protéger les informations sensibles, préserver la souveraineté numérique du pays et renforcer la confiance dans l'économie numérique de demain.
Sujet signé Rim Boukadou, mais justement, le mot souveraineté, le concept souveraineté qui revient, souveraineté nationale, territoriale, souveraineté sanitaire, souveraineté hydrique, souveraineté alimentaire, mais aussi la souveraineté numérique qui s'impose aujourd'hui. On est dans une nouvelle démarche, dans une démarche stratégique aussi à travers ce segment. Monsieur Larrach. On voit toute la vigilance de l'État par rapport à cette question fondamentale liée aux nouvelles technologies. Effectivement, aujourd'hui, la souveraineté numérique se pose naturellement, vu qu'on est dans un monde où la technologie devient primordiale, et il était fondamental et urgent de se doter de ce data center pour garantir la souveraineté numérique de l'Algérie. Donc c'est quelque chose qui va renforcer la souveraineté de l'Algérie. Pour qu'elle ne soit pas finalement dépendante de l'extérieur. Et donc c'est quelque chose qui est structurant pour, comme vous l'avez dit, la souveraineté ne se limite plus aujourd'hui à la souveraineté politique ou alimentaire ou énergétique. Il faut intégrer également la souveraineté numérique qui est un élément fondamental de cette souveraineté globale que la nation doit préserver. Alors ma question s'adresse à nos deux économistes, nos invités aujourd'hui. De quelle manière justement la souveraineté numérique peut-elle contribuer dans la souveraineté économique, le reste des souverainetés nationale, en fait, Souhila Brahou? Ben oui, parce que maintenant tous les secteurs doivent être numérisés et protégés. Et là, on parle puisqu'on parle de souveraineté, on parle de protection, parce qu'on est exposé à beaucoup de risques. Donc nous devons être jaloux de nos données. Les données, maintenant, c'est la vie. L'information, c'est la sécurité aussi. Oui. Les données, c'est la vie. C'est la vie sociale et c'est la vie aussi économique. Monsieur Souhil a garanti. Donc, dans ce que j'ai écouté, dans son intervention, a garanti donc le fonctionnement de ce data center en continu. Donc, tous les opérateurs et tous les partis pris sont maintenant en confiance parce que c'est un projet national et qui ne vient pas d'outre-mer, même si le savoir-faire a été acquis. Mais maintenant, les choses sont contrôlées au niveau national et tout le monde peut s'en servir. Enfin, ceux qui sont concernés peuvent s'en servir en toute tranquillité. Merci beaucoup, Souhila Brahou. Monsieur Mohamed Achir, justement sur cette question de souveraineté numérique, par rapport à ses répercussions sur la souveraineté économique aujourd'hui, est-ce une condition, justement? Bien sûr, c'est une condition. C'est-à-dire le stockage des données est une condition sine qua non d'abord pour avoir cette souveraineté. En plus de stockage des données et bien sûr les systèmes, plus les systèmes d'exploitation, etc. Donc tout ça constitue un écosystème national en matière de données. Et pourquoi c'est très important? Parce que ces data centers, ils vont créer un boom pour l'émergence d'une économie numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'économie numérique dans certains pays, elle représente jusqu'à 30-40% du PIB. Il y a des pays qui ont fait vraiment des avancées considérables en matière. Tout est numérisé maintenant. L'Algérie est en voie, on parlait tout à l'heure d'un nouveau hôpital construit. Ces données seront hébergées, non? Donc, toutes les institutions auront besoin d'hébergement. Mais l'hébergement national qui est dans cette souveraineté. Bien entendu, il y a les équipements, etc. Après, il y a le transfert de la technologie qu'il faut assurer aussi. Mais je pense que l'Algérie pourrait même, du point de vue économique, avoir un avantage en matière de construction des data centers et héberger même des données des pays africains. Parce que nous avons l'avantage comparatif en matière énergétique. Donc, parce qu'il faut savoir, la problématique des data centers, c'est la consommation d'énergie. Et l'Algérie, quand même, il peut justement développer que ce soit l'énergie solaire et même l'électricité qui est produite sur la base du gaz, mais ça reste toujours un avantage pour l'Algérie. Donc, il fallait compléter justement toute cette maille de sécurité qui va sécuriser justement le progrès, l'avenir de notre pays, Mohamed Achir. Oui, en quelques mots. Bien sûr, la question de la souveraineté numérique, de la sécurité des données, est une question d'abord mondiale, y compris les pays, même les pays développés, aujourd'hui n'ont pas assez de marge parfois en matière de sécurisation des données et des systèmes aussi. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes en plein
quand on parle de la géopolitique, on est en pleine guerre numérique. Et guerre des clouds, des clouds numériques, guerre de l'espace. Donc comment sécuriser ces données. Donc tout ça, ça fait partie de la souveraineté. Donc c'est un jalon qu'on pose aussi pour la construction de ce pays, l'Algérie d'aujourd'hui, Monsieur Bassem Larch, qui développe une nouvelle stratégie en matière de relations internationales. Nous avons vu avec des pays des échanges d'expertise, avec des pays amis, des pays frères, des pays nouveaux aussi qu'on découvre, la Slovénie notamment. Que peut apporter justement cette nouvelle stratégie dans le cours du développement national? Non, on voit que l'Algérie s'intègre pleinement à son environnement et donc elle développe effectivement ses partenariats avec les différents États qui peuvent apporter quelque chose à l'Algérie. C'est fondamental de ne pas être dépendant de quelques partenaires. Ça rentre également dans le cadre de la souveraineté nationale finalement, parce que ça va offrir plus de marge de manœuvre pour l'Algérie et finalement négocier de la meilleure manière possible pour avoir les meilleurs avantages et donc profiter des meilleures compétences. Donc c'est quelque chose de fondamental et on le voit que ce partenariat, effectivement, il y a d'abord une stratégie sud-sud. Ce retour vers l'Afrique qui est fondamental, vers son espace géographique traditionnel, je dirais, mais au-delà, un retour vers ses partenaires traditionnels, notamment en Asie, en Amérique latine, tout en continuant à développer de bons rapports, effectivement, avec les pays occidentaux. Donc l'Algérie, finalement, ne se ferme pas au monde, elle est totalement ouverte à tous les États qui respecte sa souveraineté. On revient toujours à cette notion et à sa politique intérieure. Donc à partir du moment qu'un État respecte la souveraineté de l'Algérie, sa ligne directrice, l'Algérie est ouverte à collaborer finalement avec tout le monde en réalité. Ouverte au monde. Monsieur Ammar Belkhouja, pour boucler en beauté cette émission, cette fête nationale. J'ai des soucis à défendre. C'est de l'ordre de deux aspects. Le premier a été évoqué par... En deux mots, monsieur Ammar Belkhouja, on n'a pas le temps. C'est le cinéma au service de l'histoire. Le cinéma au service de la révolution armée, le cinéma au service... C'est un segment justement à motiver, M. Ammar Belkhouja. Est-ce que c'est un segment à motiver aujourd'hui? Est-ce qu'il faut justement miser le tout pour le développement? On ne peut pas demander à tout le monde de lire des livres. Le cinéma est un bon raccourci. Des documentaires de 26 minutes chacun nous édifieraient sur beaucoup de sujets. Très bien, M. Ammar. Oui, deuxièmement, il y a un autre déficit. C'est que la littérature de langue arabe ou de langue française ne s'intéresse pas davantage aux écrits historiques. À votre avis, il faut écrire, il faut continuer à chercher à écrire. Propager aux écrits historiques à travers le roman. Très bien, ça sera votre dernier mot dans cette émission. M. Ammar Belkhouja, on aura l'occasion de développer d'autres thématiques au fur et à mesure. Nous n'avons pas le temps pour développer toutes les thématiques, M. Ammar Belkhouja, de toutes les manières. Mon dernier mot, il s'adresse à vous. Le préambule m'a épaté. Merci beaucoup. M. Ammar Belkhouja, vous m'avez inspiré, vous savez. Alors, je remercie mes chers invités. D'abord, honneur aux femmes. Souhila, merci. Merci, une connaissance de longue date quand même, qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui autour de ce beau plateau pour parler de notre belle Algérie. Mon ami et consultant Mohamed Achir, merci de vous être déplacé depuis Tizi Ouzou jusqu'à Alger pour assister et animer avec nous notre émission. Monsieur Bassem Larch, je vous remercie également pour votre patience. Monsieur Ammar Belkhouja, notre historien adoré, je vous remercie aussi pour toute l'émotion que vous nous avez transmis. Je remercie toute l'équipe à la régie d'antenne, notre adorable Nesrine Kasseb, à la console technique Khaled, Yassine Riyad au streaming. Une émission réalisée par notre jeune Lina Ouanouk, émission préparée et présentée par votre servitrice Hanan Seissi, avec le soutien et la contribution de l'ensemble de l'équipe de l'information, Nalima Nouali, la directrice de l'information, et à la tête de la chaîne, Monsieur Ma'ammar Djebbour. Encore une fois, bonne fête à notre jeunesse, bonne fête à notre chère Algérie.